Salut à tous, c'est Yabel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de cinéma et on va parler surtout des films que j'ai regardés en 2025. J'ai regardé du coup 63 films, ce qui est pas énorme, mais quand même je trouve, enfin, voilà, c'est un objectif où je me disais il faut que je regarde 60 films et surtout des films que je n'avais pas encore vus jusque-là et certains films qui sont présentés comme des classiques. J'avais une culture cinématographique de merde avant 2025, aujourd'hui elle est déjà un petit peu meilleure. Je me prétends pas être un cinéphile donc voilà, aujourd'hui je vais parler de ces 63 découvertes de films. Certains quand même, il y a quelques films que j'avais déjà vus mais très très peu, la plupart c'est des nouveautés. Et je vais donner mon avis sur chacun d'entre eux. Donc 63 films que j'ai regardé et j'ai regardé ça un petit peu de manière irrégulière, des mois où j'ai pas regardé de films, des mois où j'ai regardé beaucoup de films, notamment février, notamment octobre, juillet également, mois de mai. Ça a été aidé, en vrai le mois d'octobre a été aidé par une certaine catégorie de films dont je vais parler très rapidement, mais on va dire ouais le mois où j'ai été le plus à fond dans le cinéma, dans les films, c'est le mois de février où j'ai vraiment regardé 12 films et très peu de sagas, c'est-à-dire que c'est 12 films à peu près différents les uns des autres. En tout cas, il y a au moins 7-8 genres différents de films, donc mois de février, c'était le mois où j'ai regardé le plus de films. Après, avril, juin, août, c'est des mois où j'ai regardé très peu, voire pas de films. Et j'ai fini l'année avec pas énormément de films. Voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux en termes de films. Peut-être que je me fixerai un objectif supérieur en 2026. En vrai, je pense 80 films en 2026, ça serait bien. Là, j'en ai regardé 63. Et en vrai, je suis quand même satisfait, hein. J'avais comme objectif de regarder 60 films et j'en ai regardé 3 de plus. Donc bon, c'est déjà ça, c'est pas mal. Alors, concernant la classification des films, je vais un peu les organiser selon les films que j'ai beaucoup aimés ou que j'ai pas trop appréciés. D'abord, la pire catégorie, c'est celle des booze audiovisuels. C'est vraiment les films qui n'auraient pas dû exister. C'est criminel qu'ils aient existé. Il y en a très peu parce qu'en vrai, je suis quand même quelqu'un de bon public. Voilà, j'ai beaucoup de films que j'ai regardés, que j'ai trouvé assez bons, ou qu'à la rigueur, ça se regarde, c'est pas une catastrophe. Mais oui, t'as quand même quelques petits films qui sont proches de la catastrophe ou vraiment dans la catastrophe. Un film de merde, un navet, un nanar, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a le proche de la catastrophe, c'est des films qui sont passés pas loin d'être un mauvais film. Ils sont pas très bons, vraiment. C'est des films pas très bons que je ne vous recommande pas. D'ailleurs, il y aura moins de spoil possible. Normalement, il n'y aura pas de spoil, mais je vais juste vous dire mon impression, mon avis sur le film sans pour autant développer le ce qui s'y passe. Ensuite, la catégorie ça se regarde, c'est des films corrects, ça se regarde, mais c'est pas voilà, c'est pas les meilleurs films et j'ai pas comme objectif de regarder à nouveau le film prochainement. Ensuite, il y a les bons films. Je pense que c'est la catégorie au milieu. C'est les films qui sont bons sans être exceptionnels. C'est un bon moment que je passe à regarder. La catégorie 5, c'est sur les. Ce fut un très bon moment, donc c'est vraiment un excellent film, un film vachement plaisant à regarder. La sixième catégorie, c'est proche de la perfection. On est vraiment sur un très très gros cinéma, un très très bon film que j'ai vraiment adoré regarder. Ce n'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts, vraiment très peu, mais dans mon esprit, c'est des films que j'ai beaucoup aimés. Et ensuite, la catégorie finale, le gratin du cinéma, des films qui sont selon moi excellents, que je vous recommande totalement, les yeux fermés, et qui sont vraiment parmi les meilleurs du cinéma, en tout cas des films que j'ai vus, sûrement dans mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus de ma vie. Alors, avant de partir sur ces catégories-là, tout d'abord, il y a la hors catégorie, justement, la catégorie hors catégorie. Ce sont les films Fast and Furious, en effet. Ils étaient sur Netflix, donc je me suis regardé tous les films Fast and Furious. En fait, Fast and Furious, j'ai regardé beaucoup de films, mais séparément. Là, j'ai voulu les regarder tous dans l'ordre. Et en fait, j'ai compris, voilà, un petit peu le sens, grosso modo, de l'évolution aussi de la saga Fast and Furious. Il y a juste le 9 et le 10 que j'ai pas regardé, mais j'ai regardé tout, du premier jusqu'à Hobbs and Shaw. Et du coup, j'en fais une petite classification maintenant. Voici ma tier list entre guillemets des films Fast and Furious, en tout cas ceux que j'ai regardés, pas le 9, pas le 10, mais les autres. Alors, bon, en vrai, je suis, comme j'ai dit, bon public. Donc il y a des films que je trouve très plaisants. C'est très plaisant, mais c'est pas des excellents films, objectivement, c'est pas des films incroyables, mais ce sont des
vraiment des bons films que j'ai bien apprécié regarder et que je pourrais regarder dans un an ou deux. Alors, bon, avant de parler des films très plaisants, on va parler des films proches de la catastrophe. Tout d'abord, le pire Fast and Furious selon moi, c'est Tokyo Drift. Parce que l'histoire est nulle, il se passe pas grand chose. Il y a des drifts, c'est bien en vrai. Voilà, c'est des drifts à Tokyo. Voilà, en vrai, le titre n'est pas mensonger, ça c'est sûr. Mais c'est un peu tout. Les personnages sont pas très intéressants. À part un personnage, il n'y en a aucun qui revient réellement dans la suite des Fast and Furious. Parce qu'il faut savoir que la première trilogie, elle suit trois histoires à peu près différentes. Voilà, comment il s'appelle, Vin Diesel, qui est l'acteur culte, on va dire, de Fast and Furious, il est là dans le premier. Et ensuite, il est pas là dans les deux suivants, il est pas dans l'histoire des deux suivants. Il revient dans le 4. Donc, oui, non, en vrai, c'est voilà, c'est un film que je trouve pas ouf. J'ai pas du tout kiffé le film. Je trouve qu'il était pas très intéressant. Voilà, comme j'ai dit, aucun acteur sont revenus dans la suite, dans un peu le film Avengers, quoi, le regroupement des héros dans le 5. Il y en a aucun du 3, enfin, quasiment aucun du 3. Donc bon, ça montre que c'est un film un peu mauvais, un peu navet, pas intéressant. Les acteurs pas intéressants, comme j'ai dit, et l'histoire, bah, il y a pas d'histoire. Voilà. Ensuite, il y a Fast and Furious Hobbs and Shaw, que je trouve vraiment pas ouf. En fait, là, le problème justement, c'est qu'on n'est plus du tout dans un Fast and Furious. De base, Fast and Furious, c'est les voitures, etc. À la rigueur, ils ont rajouté de l'histoire un petit peu. À partir du 4, ils ont rajouté un petit peu d'histoire, un peu plus intéressante, mais bah là, en fait, t'as plus de voiture quasiment, t'as plus de course-poursuite quasiment. En gros, c'est deux personnes qui doivent affronter un méta-humain ou je sais pas trop quoi. C'est un non-sens ce film. À un moment, on est à un tel endroit, à un moment, on est à tel endroit, à un moment, on est à tel endroit. Je trouve qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. Et ouais, c'est un film d'action en fait. C'est très clairement un film d'action et les voitures ne sont quasiment plus présentes dans le film. Ensuite, les films qui se regardent, donc Too Fast, Too Furious, la suite avec Brian. Voilà, le seul acteur présent du 1, c'est Brian, qui est parti, il me semble, sur la côte. Il est parti du côté de Miami, je crois, si j'ai pas de conneries, ou Los Angeles, je sais plus si c'était un des deux. Et donc là, il retrouve un ancien pote, etc. Le film est sympa, voilà, il est sympa, il est pas mauvais, il est sympa, mais ouais, ça se regarde, je peux pas le mettre beaucoup plus haut. Je trouve quand même que l'histoire est pas exceptionnelle. Voilà, faut pas se mentir, hein, l'histoire n'est pas ouf. Ça reste un Fast and Furious de qualité, mais voilà, c'est pour moi bien meilleur que les deux précédents, mais il est moins bon que les autres. Ensuite, bah, Fast and Furious 7. Là aussi, je trouve que c'est un film qui se regarde. J'avais un meilleur souvenir de Fast and Furious 7 pour le coup, mais je suis pas trop fan honnêtement. Depuis le 6, de toute façon, il y a une surenchère des cascades, des actions, etc. Mais celui-là, je le trouve assez long. Le seul moment que j'ai apprécié et qui m'a énormément marqué, c'est la scène finale avec l'adieu à Paul Walker, etc. Ça, c'était une scène assez culte, assez mythique de Fast and Furious. C'est peut-être la scène la plus culte. C'est un super adieu qu'ils ont fait pour Paul Walker. Mais sinon, à part ça, moi, je retiens rien de ce film, malheureusement. Donc ensuite on a les bons films. Le premier Fast and Furious que je trouve bon, voilà, sans être exceptionnel parce que l'histoire en tant que telle n'est pas ouf, mais c'est les débuts, il y a une vibe voilà qu'on a pu sur les suivants. Donc non franchement Fast and Furious, le premier du nom, il est pas mal. Ouais, c'est un bon film, vraiment. Fast and Furious 6, là aussi c'est un bon film, ce film se passe à Londres il me semble. Il est intéressant, le défaut voilà, que j'ai dit qu'il y avait eu par rapport au 6, qui a commencé dans le 6, c'est vraiment la surenchère de l'action et des scènes qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas réalistes, hein. Voilà, un mec qui saute d'un pont pour aller sur un autre pont, bon voilà, c'est plus Fast and Furious, hein. C'est le mec de base il conduisait des voitures, maintenant c'est devenu un super-héros. Faut pas abuser, voilà, faut pas abuser, mais quand même je le trouve très sympathique et le méchant je le trouve également très sympathique dans le 6. Euh, ensuite, en plus, ouais, voilà, Fast and Furious 6, il y a quand même des scènes où tu te dis, bon, ouais, quand même, je vais pas spoil, mais notamment la scène finale où, bon, voilà, c'est pas très cohérent, pas très réaliste, on va pas se mentir. Ensuite, Fast and Furious 8, qui fait partie pour moi des trois films très plaisants à regarder de Fast and Furious. Je l'aime bien Fast and Furious parce que Dom, du coup, bon, c'est pas un spoil vu que c'est dans la bande-annonce, hein, Dom est avec les méchants, voilà, il trahit la famille de, de Fast and Furious.
Et c'est intéressant parce qu'on voit une équipe de Fast and Furious où il n'y a plus Dom vu que Dom rejoint les méchants et il n'y a plus Brian vu que Brian, bah voilà, à cause du décès de son acteur, n'est plus présent dans les films. Donc oui, c'est un peu une nouvelle page qui se tourne pour Fast and Furious 8. C'est une équipe qui manque de repères mais qui réussit quand même, voilà, enfin, bon, voilà, ça reste quand même un bon film honnêtement et une bonne méchante. Vraiment une bonne méchante. Même si bah, le Fast and Furious 8 casse ce qui s'est passé dans le Fast and Furious 7 en mode le gros truc de Fast and Furious 7 dans le 8 il y a une nerf de fou donc ça c'est un peu dommage mais j'ai bien aimé le 8 honnêtement je trouve que c'est un bon film. Peut-être que vous serez pas d'accord mais moi je trouve que c'est un très bon film. Ensuite Fast and Furious 4, voilà, le quatrième qui fait revenir un peu tous les acteurs principaux du premier et je trouve vraiment bon. Vraiment, je trouve que c'est le dernier film, on va dire, où il y a la passerelle entre les premiers Fast and Furious et les Fast and Furious suivants où il y a un peu plus d'action. On retrouve de l'action, mais il y a aussi un petit peu le côté voiture, etc. Et moi j'aime bien parce que en fait il n'y a pas beaucoup de monde. C'est en gros il y a très très peu d'acteurs, donc on se regroupe autour de quelques acteurs et je trouve ça vachement plaisant à regarder. J'aime bien le 4. Mais c'est pas mon préféré parce que mon préféré c'est le 5. Là pour le coup le 5 je l'apprécie beaucoup. C'est l'arrivée de Dwayne Johnson aussi dans la franchise Fast and Furious. C'est le retour des personnages du premier, du 2, euh, du 3 il y en a un comme j'ai dit et du 4. Voilà, c'est un petit peu le Avengers des Fast and Furious, la quintessence de la saga avant que ça parte en couille. Ça avait un but, ça avait une cohérence, donc non, c'est pour moi le meilleur film Fast and Furious à ce jour. Après, j'ai pas regardé le 9 et le 10, mais je pense pas qu'ils seront au même niveau que le 5. Voilà, le 5 pour moi est le meilleur. Bon, parenthèse sur Fast and Furious terminée, on se retrouve maintenant pour parler catégorie par catégorie en partant de la pire catégorie, celle des boosts audiovisuels, et en vrai, j'étais sympa, il y en a qu'une. La seule boost audiovisuelle que j'ai regardé, c'est American Pie No Limit, sorti en 2005. Donc ça, j'ai regardé en mars. Alors American Pie, moi j'avais regardé beaucoup de films American Pie à l'époque, il y a même quelques années en vrai. Et c'est des bons films, je trouve très sympathiques. C'est pas des gros bastonneaux, mais quand même c'est sympathique, ça se regarde, voilà, c'est assez comique, etc. Sauf que là, ce film-là, American Pie No Limit, il est vraiment ah, genre, il est pas ouf, il est pas ouf. Alors, l'histoire, c'est... Alors, on reprend deux acteurs du premier film, c'est-à-dire le père de l'acteur principal et également Charminator, hein. On reprend ces deux-là. On fait venir le frère de Stifler, personnage culte du premier film, même des films American Pie. Mais le frère, il est une putain de caricature de son frère, c'est insupportable. Il fait des mimiques de merde, il est insupportable. On dirait une parodie d'un American Pie. Et c'est ça le problème du film, c'est un film, on dirait une parodie d'American Pie. Le film est pas ouf. Voilà, il a une petite histoire, si vous voulez. Voilà, si vous êtes bon, vraiment très très bon public, vous pourrez peut-être apprécier le film. Mais vraiment, moi, le personnage du frère Stifler, il est insupportable. Et en vrai, même le film, je trouve vraiment qu'il est très caricaturel, très. En fait, c'est une caricature ouais, des premiers films American Pie, et je trouve ça assez dommage. Parce qu'en vrai, les premiers American Pie avaient un petit charme quand même, que n'a pas du tout ce film. Ensuite, nous avons les films proches de la catastrophe, avec tout d'abord La Bulle, film sorti en 2022 sur Netflix. Voilà, quelques films Netflix que j'ai regardés et beaucoup de films Netflix qui sont pas très ouf, qui sont pas exceptionnels. Certes, le casting est bien sympathique. On a quand même Pedro Pascal, on a la meuf qui joue Nebula dans Marvel. Donc c'est pas un mauvais casting de base. Le pitch de base est très sympathique, mais je trouve vraiment le film très débile, honnêtement. Et même la fin est pas ouf. Voilà, donc certes l'idée de base de faire tourner un film pendant la pandémie du Covid, c'est vraiment sympa en vrai. C'est sympathique de base, mais et ouais, j'ai pas accroché. Alors que de base, ce type de film, je pourrais apprécier. Là, j'ai pas du tout accroché. Les personnages sont vraiment débiles. Et ouais, voilà, je peux pas mettre la bulle plus haut que ça. On est presque sur la catastrophe, mais quand même, il y a des trucs sympathiques qui font quand même que ça fait un petit peu remonter le niveau.
Ensuite, Night Thief. Waouh, la qualité des affiches, je suis désolé, je pensais que ça donnait mieux. Alors, Night Thief, c'est un film sur, en gros, un mec qui se retrouve confronté à des guerres entre des vampires et des démons, je sais pas trop quoi. Le film est assez, il avait l'air sympathique aussi, hein, en vrai. C'est un film Netflix, hein, encore une fois. Donc, pas d'annonce sympathique. Mais, bah, dans les faits, c'est pas exceptionnel. Et pareil, voilà, moi c'est beaucoup les fins de films qui font pour moi la qualité du film, mais là la fin du film, selon moi, est assez nulle, voilà, elle est assez décevante. Donc ouais, Night Thief, pas ouf. Voilà, franchement je peux pas dire plus sur Night Thief parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite j'ai mis Da Vinci Code, sorti en 2006, alors là c'est vraiment une déception parce que Tom Hanks, j'apprécie beaucoup l'acteur. Et là, je me suis dit, bon, bah, Tom Hanks qui joue dans un film, ça doit être cool, il y a une histoire de meurtre, etc., ça doit être sympathique. C'est... Le pitch de base est sympa, sauf que, bah, dans les faits, le film, je l'apprécie pas tant que ça, le film est long, il est long, il est putain de long, c'est insupportable. Et non pas que je déteste le cinéma français, mais oui, ce film est un film franco-américain, donc c'est pour ça il y a Audrey Tautou, il y a Jean Reno notamment, le film se passe en France. Donc il y a beaucoup d'acteurs français, il y a Tom Hanks, mais et oui putain il est long le film et même il part en couille de base, c'est une histoire d'un simple meurtre et tu te retrouves dans un truc religieux de malade mental, ça part en couille, tu penses que le film se termine à un moment donné, sauf qu'il y a une autre histoire qui démarre, le film est long, vraiment le film est long, on est proche de la catastrophe parce que vraiment ah, c'est assez long, franchement c'est vraiment long et on est presque sur une purge à ce niveau-là. Ensuite, j'ai regardé The Wonder, film Netflix. Alors, avec Florence Pugh, j'apprécie beaucoup Florence Pugh, donc ça fait plaisir de regarder un film dans lequel elle apparaît. Et en gros, c'est une médecin qui vient en aide à des gens voilà, qui habitent dans des lieux où il n'y a pas forcément de médecin, donc elle vient en aide chez eux. Et là, ça raconte l'histoire d'une meuf qui ne mange pas, qui n'a pas mangé depuis un mois et demi ou 2 mois. Donc c'est pour ça elle vient voir le pourquoi du comment, essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et en vrai, le film, ouais, voilà, franchement, passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Passez votre chemin sur ce film-là et vous n'êtes pas obligé de le regarder. C'est vraiment, après, si vous avez que ça à faire, bah regardez-le, mais je vous le conseille pas, vous allez pas passer un super moment. Assez long également, le film, je trouve qu'il prend trop de temps pour placer des choses et ouais, trop long. Selon moi, trop long. Ensuite, les films qui se regardent, ce sont des films corrects, sans être excellents, sans être même assez bons. Voilà, c'est passable, ça se regarde, comme je dis. Alors tout d'abord, Alice au pays des merveilles, le 2, de l'autre côté du miroir. Bon, bah c'est un Alice au pays des merveilles, je préfère largement le premier au deuxième, parce que celui-là, bon, il est bon, intéressant, ouais, je trouve quand même que aussi les personnages sont beaucoup plus dans la caricature de eux-mêmes, on comprend un peu plus le lore, ça c'est assez intéressant, voilà, on comprend un peu plus le lore d'Alice au pays des merveilles, mais ouais, franchement, suite qui n'était pas nécessaire forcément, voilà. Après, ça se regarde, c'est tout. Voilà, j'ai pas quoi dire d'autre parce qu'en vrai, ce film, moi, ouais, il est sympa, mais bon, après, c'est un Disney, moi, j'avoue, je suis pas un énorme fan des films fantasy, etc. Ce film-là, je l'avais regardé, le 1, je l'avais regardé au cinéma quand j'étais plus petit. Celui-là, je l'ai pas regardé au cinéma, et en vrai, bon, ouais, je passe à côté à l'époque, je l'ai regardé, c'est bien, c'est pour ma culture cinématographique, mais en vrai, c'est pas un excellent film, il y a aussi la thématique de remonter le temps dans le film, donc voilà. Voilà, je peux pas dire grand chose d'autre, hein, je vais pas spoiler, mais si vous aimez bien les Disney, bah pourquoi pas, mais je trouve que le 1 est bien meilleur que le 2, voilà. Ensuite, j'ai mis Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, que je trouve que c'est un film qui se regarde, mais en vrai, en vrai on m'avait beaucoup parlé de Astérix et Obélix, soi-disant c'est le meilleur film français, non, en vrai non. Voilà, déjà la moitié du casting, elle est à l'heure actuelle cancel de fou. C'est-à-dire que la moitié du casting a des casseroles, a eu des histoires pas ouf. Donc bon, voilà, la moitié du casting elle n'est pas forcément ultra appréciable. Je trouve que le truc vraiment qui je
qui sauve vraiment le film, c'est Jamel Debbouze quand même. C'est le personnage de Jamel Debbouze. Alain Chabat, c'est sympathique également, mais le reste, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas trop fan. En vrai, quand même, un gros mastodonte français, parce qu'il y a énormément d'acteurs connus dans ce film. Mais moi, je n'apprécie pas tant que ça, honnêtement. Enfin, ça se regarde, voilà, ça se regarde, mais personnellement, moi qui ai regardé l'Empire du Milieu, bah, je vais peut-être me faire insulter en disant ça, mais moi, je trouve que l'Empire du Milieu à peu près équivalent en termes de qualité à Mission Cléopâtre. Après, oui, peut-être que c'est la. En vrai, je pense que c'est beaucoup, sûrement la nostalgie qui doit parler, le fait quand même qu'il y a quand même quelques tirades, scènes cultes dans ce film. Donc, si vous avez ça en tête et que vous avez regardé ça plus jeune, oui. Moi, j'ai raté, je suis pas passé dans le train à Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Donc, avec mon œil actuel de 2025, j'ai pas été giga emballé par ce film. Mais je peux comprendre que des gens apprécient parce qu'il y a quand même quelques scènes, on va dire, qui peuvent être cultes, assez cultes. Voilà, c'est quand même un film un peu comme Fatal. Voilà, c'est des films où il y a quand même quelques scènes cultes, beaucoup de scènes cultes. L'histoire en tant que telle n'est pas exceptionnelle, mais il y a quand même quelques scènes cultes qui te font qui rendent ce film attachant. Mais moi, je passe à côté, comme j'ai dit. Ensuite, j'ai mis Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Oui, super. Voilà, ce film, même si c'est un Pirate des Caraïbes, pue le fanservice. Donc c'est pour ça, ça se regarde. Mais ce film est un putain de film de fanservice. On te dit, bah, on fait revenir les acteurs des trois premiers films, les acteurs cultes, sauf qu'on les voit 2 minutes dans le film. Johnny Depp, il est trop nul dans ce film. Les personnages, les quelques personnages qui sont ajoutés sont inintéressants possible. Le seul personnage vraiment bon, c'est Salazar justement. Je trouve qu'il a un flow, il a un style vraiment bien à lui. Et même Barbossa, c'est sympathique, hein, comme d'habitude. Mais bah, le film, franchement, le film aurait pas dû exister. Voilà, très clairement, il aurait pas dû exister. Ça se regarde quand même. Mais le film n'aurait pas dû exister, je pense. Même, voilà, il t'apporte une solution à tous les problèmes des premiers films. Et ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens que le film existe, et même la fin, elle n'a pas de sens. Et ouais, c'est pour moi un mauvais film Pirates des Caraïbes, mais en vrai, par rapport au cinéma global, comme j'adore les Pirates des Caraïbes, je l'ai regardé, ça se regarde, mais en vrai, il n'aurait pas dû exister. Ensuite, j'ai mis Bullet Train Explosion, qualité visuelle dégueulasse, je suis désolé, film Netflix. Il y a eu un Bullet Train en 2022, je me suis dit, ah, c'est peut-être une suite. Bon, ça prend le principe d'un train assez fou, un train qui est impossible à arrêter, un train qui, voilà, c'est un peu un côté thriller, mais ouais, je suis pas fan, voilà, pas fan. En vrai, j'ai un peu oublié la plupart du film, c'est pour dire que le film est pas forcément ultra intéressant, mais ouais, en vrai, ça se regarde. Voilà, ça se regarde. Le film est long, en plus, je crois qu'il dure au moins 2 heures. Il est assez long, mais voilà, sans être exceptionnel, sans être même assez bon, je trouve. Voilà, ça se regarde, comme j'ai dit, avec la plupart des films depuis le début. Ensuite, il y a Project Power, un film qui raconte, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a des gélules. Soit t'as 5 minutes de pouvoir extraordinaire, soit tu meurs. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est un truc qui se commercialise un peu plus, etc. Bah, du coup, t'as un personnage qui lutte contre ça, et ouais, en vrai, même le film en tant que tel, je ne retiens plus totalement du pitch de base. La force du film, c'est le casting. Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, que j'adore. Voilà, c'est la force du film. Après, le reste, ça se regarde. C'est pas un excellent film, c'est pas même un très bon film, je trouve. Mais voilà, ça se regarde. Il y a des bonnes scènes assez sympathiques. Donc oui, voilà, bah si vous avez envie de regarder, bah regardez ça, mais voilà, c'est pas ce que je vous conseille le plus. Ensuite, j'ai mis Don't Worry Darling avec Florence Pugh, Harry Styles. Donc en vrai, bah, c'est un peu la force du casting, hein. Enfin, le casting est la force du film, hein. Voilà, c'est deux acteurs qui sont assez bons, donc c'est déjà la force de ce film. En gros, l'histoire c'est que ils vivent dans un monde assez utopique où les femmes, elles sont au service de leurs hommes, et les hommes ils disent oui, on travaille sur un projet, sauf que le projet il y a anguille sous roche. Le film est ambitieux. Alors ça c'est la qualité aussi, c'est que le film il est ambitieux. Malheureusement, trop d'ambition tue l'ambition,
parce qu'à la fin du film, tu ne comprends pas tout, il y a beaucoup d'éléments sans réponse, et ouais, c'est un thriller. Il a cette vibe vraiment de bon thriller, ça pourrait être un très bon film, mais il manque, je trouve, beaucoup d'aspects. Et malheureusement, ce film-là, moi, je le mets pas en très bon film. Même si c'est pas pour moi un bon film, un bon thriller. Il a beaucoup de défauts, beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de situations où tu n'as pas d'explication sur le pourquoi du comment. Et oui, c'est un petit peu frustrant, je trouve, ce film. Même si, vas-y, ça se regarde. Je l'ai regardé, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai été un petit peu, je suis resté sur ma faim. Voilà, c'est un peu ça, je suis resté sur ma faim à la fin. Et ensuite, dernier film que j'ai regardé dans cette catégorie-là, c'est Red One, que j'ai regardé quand il est passé sur TF1 en décembre. Bon, bah c'est un film de Noël, voilà, avec de l'action, avec un casting assez sympathique, même si la connexion entre Dwayne Johnson et Chris Evans c'est pas exceptionnel. Et Chris Evans, j'apprécie beaucoup l'acteur, donc moi ça me fait plaisir de le voir. Dwayne Johnson, bon, voilà, c'est toujours le même acteur en vrai, enfin il fait toujours les mêmes choses de toute façon, Dwayne Johnson, mais oui, bon film, en vrai, assez sympathique. J'ai dit bon film alors que je l'ai pas mis dans la catégorie bon film, mais assez sympathique. C'est un film de Noël, assez différent de ce qui se fait d'habitude, mais là aussi, la méchante qui est assez inintéressant, assez osef, aucune alchimie entre Dwayne Johnson et Chris Evans. Voilà. C'est un film de Prime Video, je crois, donc un peu comme Netflix, c'est des films qui, euh, qui répondent à des besoins qui sont pas les mêmes que des films de cinéma. Voilà, c'est un petit peu mon avis là-dessus. Ensuite, on arrive dans la catégorie des bons films. Les films qui, je trouve, sont assez bons, pas excellents, mais qui sont pas loin de l'être. Alors, tout d'abord, Le Monde après nous, qui raconte l'histoire d'un monde apocalyptique où il y a beaucoup de, enfin, les gens ont beaucoup de problèmes de santé, etc. Et où en vrai, voilà, c'est un peu la fin du monde qui se prépare, quoi. En gros, c'est un peu la fin du monde qui se prépare. Ça fait très longtemps que j'ai vu le film, je m'en souviens plus du pitch de base, mais je trouve qu'il est bon dans le sens où il y a quand même une certaine ambiance assez intéressante. Il y a un côté un petit peu angoissant, t'as en gros deux familles qui doivent cohabiter, et chaque famille a des doutes sur l'autre. Donc en vrai c'est assez intéressant le pitch de base. Il y a les bons acteurs. euh, Là aussi, je trouve qu'il y a quand même quelques questions sans réponse et ça pourrait mériter une suite. Mais oui, c'est pour moi un bon film en vrai. J'ai bien apprécié le regarder et ouais, j'ai trouvé assez intéressant. Et là aussi, je suis un peu resté sur ma fin à la fin, mais on a quand même beaucoup plus d'éléments de réponse. Mais ouais, bon film. Voilà, bon film. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais bon film. Ensuite, j'ai regardé Uncharted, que j'avais regardé au cinéma en 2023. Je l'ai re-regardé cette année. Et ouais, bah, il est sympa aussi, avec Tom Holland, avec Mark Wahlberg. C'est assez sympathique, c'est une chasse au trésor qui reprend le jeu vidéo Uncharted, avec mon accent anglais bien pourri. Sympathique, voilà, bon film, pas excellent. Voilà, je trouve pas qu'il fait. Je trouve pas que c'est un blockbuster de malade, mais oui, ça se regarde. Voilà, c'est un bon film où tu passes un bon moment devant. Et voilà, je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, le premier film Uncharted est plutôt bon et les acteurs sont assez bons. Tom Holland, voilà, c'est toujours sympathique à regarder Tom Holland. Donc voilà, même si oui, bon, après c'est Uncharted donc ça reprend le jeu vidéo donc c'est pas 100% réaliste. Tu vois le mec qui tombe d'un avion, bon, il réussit à survivre, mais vas-y. En vrai, ça c'est sympathique, il y a quelques bonnes scènes et on va dire que l'alchimie par contre là entre Tom Holland et Mark Wahlberg est pour le coup assez réussie. Ensuite, Pierre des Caraïbes 4, La Fontaine de Jouvence, que de base, j'apprécie pas de ouf, mais en vrai, je l'ai re-regardé, et certes, le défaut, moi je trouve que le défaut principal du film, c'est que de base, Pierre des Caraïbes, c'est les bateaux, etc. Là, il y a quasiment aucune scène sur des bateaux. Comment il s'appelle? Barbe Noire. Voilà, Barbe Noire, bon, c'est pas pour moi, c'est un des moins bons méchants depuis le début. Le personnage joué par Penelope Cruz, la roulage chimie qui est entre Penelope Cruz et Johnny Depp et Jack Sparrow, ouais, bof quoi. Ouais, j'ai pas kiffé de dingue ce truc un peu ouais, je t'aime pas. J'ai bien aimé la scène de la confrontation entre entre Pierre des Caraïbes, je parle comme un gosse. Là entre Jack Sparrow et Penelope Cruz qui s'est déguisée en Jack Sparrow, donc il y a eu un combat entre deux Jack Sparrow. Ça c'était une bonne scène.
Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de bonnes scènes que dans les précédentes Pirates des Caraïbes. Donc pour moi, Pirates des Caraïbes 4 est le deuxième moins bon de la franchise. Et ouais, il a quand même beaucoup de défauts. Et ensuite, le jour d'après, film sur l'apocalypse. En gros, je crois que c'est par rapport à enfin, voilà, pour en grosso modo, il y a un problème climatique, il y a je sais pas si c'est l'Antarctique, je crois. C'est dans l'Antarctique, il y a une partie du glacier de l'Antarctique qui a été dans la mer, sauf que bah du coup ça contribue à faire refroidir euh, voilà, un petit peu les cours d'eau, etc., enfin les océans, et du coup ça provoque la fin du monde. Voilà, je crois que c'est le Gulf Stream, si je dis pas de conneries, le Gulf Stream, donc qui est en gros entre l'Amérique et l'Europe du Nord, qui a refroidi et qui du coup a contribué à ce que l'Amérique du Nord soit confrontée à une catastrophe, des tsunamis, la, la montée des eaux, le grand froid, hein, voilà, très clairement le grand froid. C'est un bon film, je m'en souviens à l'époque quand j'étais petit, je l'ai regardé, mais c'est un bon film. Voilà, c'est un bon film, y a rien à dire. C'est pas un film exceptionnel, voilà, ça révolutionne pas le genre, mais c'est un bon film, vraiment assez sympathique à regarder. En plus, il y a quand même quelques bons acteurs, donc voilà. Sympathique à regarder, pas parfait, mais quand même, je l'ai bien apprécié le regarder. Et ouais, voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de scène culte, il n'y a pas de moment culte, mais c'est un film assez sympathique. Et oui, c'est un bon film, je trouve. Ensuite, Le Diable tout le temps. Alors, ce film, c'est un film, je trouve, assez ambitieux de Netflix quand même, avec Tom Holland, avec Robert Pattinson notamment. Ça, en gros, ça montre un petit peu la noirceur derrière les gens, derrière les actes de bravoure qu'ils peuvent faire. On voit la noirceur. Du point de vue Tom Holland, on voit un petit peu ça. Il subit un petit peu ces situations-là depuis sa plus tendre enfance. On voit par exemple qu'il y a un personnage qui, qui apprécie les personnes mineures, hein, voilà. Des personnages qui, sous prétexte de les aider, enfin, leur proposent un traquenard et veut les buter, voilà, pour prendre leur richesse, etc. Bref, le film est assez sombre. C'est un bon film. Je trouve quand même qu'il a quelques défauts. Il a même pas mal de défauts, je trouve. Mais franchement, c'est un bon film. Je trouve assez ambitieux. Pas parfait, hein, mais par rapport Don't Worry Darling, où je trouve qu'il y a eu trop d'ambition, dessus l'ambition, là, ça passe, ça se regarde, c'est appréciable. Donc oui, c'est un bon film selon moi. Même si un peu dérangeant à certains moments, mais quand même un bon film. Ensuite, Les filles du Docteur March. Alors ça, c'est un putain de film à l'eau de rose, hein, vraiment. C'est un film un peu, bon, un peu niaiseux, on va pas se mentir. Hein, voilà, niaiseux. Moi, je comprends. Voilà, c'est un film. C'est pas un film qui te prend la tête. Voilà, c'est un film un petit peu tout beau tout rose, avec notamment Emma Watson, notamment Florence Pugh, notamment Timothée Chalamet aussi, Meryl Streep. Donc quand même des bons acteurs, une bonne distribution. Je l'ai regardé, je trouve que c'est un bon film, voilà, j'ai bien apprécié le regarder, c'est pas un film qui va me marquer à vie, mais oui, c'est un film en vrai un petit peu vibe années 1800-1900, c'est un film assez différent qui raconte l'histoire de quatre sœurs qui ont des destins totalement différents, qui pourtant étaient très proches dans leur passé, mais qui ont eu quatre destins différents et qui se rejoignent suite à voilà, un moment tragique dans leur vie qui se rejoignent. Et, euh, et voilà, donc c'est assez sympathique. C'est pas parfait, c'est pas exceptionnel, mais ça se regarde. C'est vraiment un bon film, je trouve. Ensuite, il y a Die Hard 2. En effet, j'ai regardé les Die Hard, sauf le 5, je l'ai pas regardé encore. Honte à moi, mais ouais, du coup, j'ai regardé Die Hard 2, qui est pour moi le moins bon Die Hard, en tout cas des quatre premiers. Le 5, je pense qu'il doit être moins bien, d'après ce que j'ai vu, c'est pas un bon film. Mais parmi les quatre premiers, je trouve que, enfin, en tout cas, c'est celui que j'ai le moins apprécié. C'est celui qui se passe dans l'avion, 58 minutes pour vivre. Alors Bruce Willis, hein, toujours sympathique, il campe son rôle de John McClane, toujours bon, hein, vraiment, rien à dire là-dessus, mais ouais, je sais pas, j'aime moins la vibe de ce film, en plus j'aime pas sa femme, donc voilà, on voit un petit peu sa femme, etc. C'est pour sauver sa femme qui fait ça, c'est chiant, voilà. Enfin, c'est pas chiant, mais ouais, j'apprécie moins ce film, honnêtement, je l'apprécie beaucoup moins, même les méchants, ils sont
moins intéressant. On les voit venir gros comme une maison, les méchants en fait. Voilà, à un moment il y a un petit plot twist qui est censé te surprendre, sauf que moi il m'a absolument pas surpris. Donc peut-être que là aussi ça a joué sur mon appréciation. Mais oui, quand même bon film en vrai, c'est un bon film assez plaisant à regarder, mais je trouve que en fait je préfère les autres. Voilà, je préfère les autres Die Hard. Ensuite il y a Sous haute pression, encore une fois un thème sur l'avion, avec Cillian Murphy en gros sociopathe qui doit tuer une personne. Donc c'est pour ça au début il l'approche, et il la drague un petit peu hein, pour, euh, pour essayer de soutirer des informations, etc. Et en fait le mec en gros il se charge, voilà c'est un peu un espion qui se charge d'éliminer une menace pour permettre une sorte de coup d'état, voilà, c'est un bon film, très court en vrai. Donc franchement, si vous pouvez le regarder, celui-là, bah regardez-le parce qu'il est assez sympathique. Il dure 1h30, je crois, donc vraiment vraiment rapide. Et ouais, je vous le conseille de le regarder. Pas, il révolutionne pas le genre, mais il est assez sympathique à regarder. Ensuite, j'ai regardé Barbie. Oui, ouais, j'ai regardé Barbie. Oui, j'ai regardé Barbie. Écoutez, Barbie, en fait, le problème des gens, je pense que les gens qui ont détesté Barbie, c'est parce qu'ils l'ont pris au sérieux. Ce film-là, il ne faut pas le prendre au sérieux. Si tu prends Barbie au sérieux, t'es mort. Voilà, tu trouves ce film nul, débile, tout ce que vous voulez. Ce film, en effet, est nul et débile. Mais il joue de ça, voilà, il joue de ça, il se prend pas au sérieux, en effet, voilà, il veut. C'est un film en vrai qui est vachement porté sur, oui, les femmes sont supérieures aux hommes. Et en gros, Barbie et Ken vont dans le vrai monde et se rendent compte que c'est une utopie ce qu'ils vivent, que dans le vrai monde, c'est les hommes qui sont plutôt dominateurs et les femmes un peu moins, en tout cas qui ont moins les rôles importants dans la société, ce qui est l'inverse du monde de Barbie. C'est intéressant, voilà, c'est sympathique, il y a des scènes assez comiques, assez drôles, euh, mais et oui, voilà, c'est sûr que c'est un film qui met pas en avant les hommes, mais il faut pas se prendre au sérieux, c'est un film qui n'est pas à prendre au sérieux, et bah, si vous le prenez au sérieux, dommage. Mais bon, en vrai, c'est un bon film. Moi, je trouve vraiment assez quelques scènes comiques, assez drôles. Et ouais, c'est un film qui se prend pas sérieux, comme j'ai dit. Et ensuite, un des derniers films dans cette catégorie-là, c'est Kill Bill 2, le volume 2. Alors, euh, Kill Bill 1 est dans la vidéo, mais beaucoup plus loin dans la vidéo. Kill Bill 2, bah, malheureusement, moi je suis passé à côté et il est déjà plus long que le 1, il a au moins une demi-heure de plus. Et je trouve qu'il est plus long, moins intéressant. L'ambiance du 1, je la retrouve pas dans le 2, ou quasiment pas. En vrai, le film aurait pu durer une demi-heure de moins, je pense, largement. Voilà, en vrai, c'est la suite du Kill Bill 1, hein. C'est la vengeance d'une femme. Et ouais, c'est la suite, mais ouais, je trouve pas aussi intéressant, beaucoup plus long, l'ambiance est moins forte, il y a quelques scènes assez sympathiques, comme j'ai dit, notamment dans la caravane, notamment sous terre aussi, voilà, pour pas spoiler, mais oui, c'est un bon film, en vrai quand même, j'hésitais à le mettre plus bas, mais c'est un bon film quand même, je trouve, et ça aurait été dur, objectivement, de le mettre plus bas. Il est assez bon, mais moins bon que le 1, même largement moins bon que le 1, je trouve. Ensuite, oui, les insaisissables 1 et même insaisissables 2 qui sont dans la même catégorie. Ils racontent l'histoire de magiciens qui font des casses en même temps. Voilà. En fait, ils font des tours de magie et en même temps ils volent. C'est assez sympathique, c'est assez intéressant. Le 1 et le 2 sont assez bons. J'ai pas regardé le 3. De base, je devais le regarder, sauf que j'ai pas eu le temps finalement d'y aller au cinéma, mais oui, c'est des films qui se regardent, qui sont assez bons, mais je trouve qu'il manque. Le 1, par exemple, je trouve que il manque. Les personnages principaux manquent de relief. Voilà, tout ce qui est. En fait, la troupe, là, les quatre, là, les quatre magiciens, ils manquent de relief, malheureusement. Voilà, on s'y attache pas forcément, je trouve. C'est présenté trop rapidement. J'aurais bien voulu limite un petit peu plus de temps pour présenter l'histoire, pour donner envie de s'attacher aux personnages, voilà, au groupe de 4. Ce qui est intéressant par contre c'est le personnage de Mark Ruffalo, le personnage de, de Morgan Freeman également. Voilà, ça je trouve que c'est les deux personnages vraiment les plus intéressants du film. Après les autres ils sont là, ils sont intéressants, mais enfin voilà, il manque de relief, je trouve. Et dans le 1 en tout cas il manque ce côté gentil contre méchant. C'est ce qui manque je trouve.
Là où dans le 2 on a un peu plus ce côté-là, on a les méchants bien distinctement, on a les gentils bien distinctement, c'est pas mal. On voit un peu plus les personnages. Je trouve quand même qu'il a des aspects un peu plus intéressants, même si le 1 il est intéressant. En vrai, le 1 est bien parce que bah, c'est le premier, c'est la découverte. Le 2, je trouve qu'il s'exploite plus trop la magie. C'est ce que je trouve assez dommage. Et ouais, en vrai, c'est deux bons films qui ont des qualités et des défauts chacun. Mais ouais, moi je pense que je les mettrais là, un bon film. Pas excellent, il manque un petit peu de choses pour le mettre excellent, mais voilà, ils sont quand même assez bons, je trouve. Et ensuite, dernier film de cette catégorie, c'est Wake Up Dead Man, le dernier film que j'ai regardé en date. Une histoire à couteau tiré, c'est le troisième film à couteau tiré, et selon moi le moins bon, le moins intéressant. Là, c'est un peu plus sur le côté religieux. Et ouais, j'ai moins accroché honnêtement à celui-là, peut-être parce que j'avais deviné un petit peu l'histoire, la conclusion assez rapidement dans le film. C'est un petit peu dommage. Euh, ouais, aussi, je trouve qu'il y a des personnages. En fait, souvent les personnages ont beaucoup de relief. Les autres personnages, tu te dis, ah ouais, ça peut être lui le meurtrier, ça peut être lui le meurtrier. Sauf que là, il y a des personnages qui n'ont pas assez de relief, donc malheureusement, on sait qu'ils ne sont pas meurtriers. On sait que c'est pas eux qui ont commis le crime. Et du coup, ça enlève beaucoup de, de, de potentiels suspects. Il y a un acteur où tu te dis, bah c'est trop gros pour que ça soit lui, donc en vrai, par élimination, tu arrives quand même à déchiffrer l'histoire. Même si à un moment donné, ça m'a un petit peu perdu quand même. Mais ouais, c'est un bon film, en vrai, ça, il faut vraiment, je pense qu'il faut le regarder. Mais parmi les trois films à photo tiré, je trouve que c'est le moins bon, le moins intéressant en tout cas. Même s'il présente des aspects assez novateurs, je trouve quand même que c'est le moins bon des trois. Allez, maintenant il nous reste trois catégories et on va aller sur les films qui ont été des très bons moments à regarder, des films que j'ai beaucoup appréciés, regarder au cinéma. Enfin pas au cinéma mais sur ma télé. Voilà. Tout d'abord Mr. et Mrs. Smith. Alors, Mr. et Mrs. Smith que j'ai regardé du coup en janvier, c'est un des premiers films que j'ai regardé de l'année, avec Brad Pitt, avec Angelina Jolie. L'alchimie entre les deux, bah, elle est vachement présente. Ça raconte l'histoire de en gros, les deux ils sont en couple depuis quelques années, ils sont heureux, et voilà, ils vivent heureux, etc. Sauf que les deux, il s'avère que ce sont des mercenaires. Voilà, les deux sont des mercenaires et ils ne sont pas au courant, jusqu'au moment où leur mission, c'est de tuer l'autre. Voilà, donc c'est assez marrant, assez comique en vrai comme film. Enfin, il y a des situations comiques, notamment à un moment donné il y a un moment donné au milieu du film que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était pas mal en vrai. C'est un bon film, franchement, même un excellent film, je dirais. Pas parfait, pas proche de la perfection, mais c'est un excellent film. Juste moi je suis un peu déçu de la fin, mais sinon, sinon le film est vraiment vraiment bien. Ensuite pareil, un Pierre des Caraïbes, le premier du nom, la malédiction du Black Pearl, c'est la découverte des personnages, etc. Avec Orlando Bloom, avec Elizabeth, je sais pas c'est quoi son nom de famille. Non c'est Keira Knightley, je crois, c'est ça son nom. Voilà, elle joue Elizabeth Swann dans ce film. Et oui, voilà, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est le premier film avec Pierre Descaries, avec oh putain, Pierre Descaries, je pense que c'est son nom, mais c'est Jack Sparrow, avec Jack Sparrow. Et le film est bien et a des très bonnes scènes et des meilleurs effets que certains films de nos jours de 2025. Pour rappeler que ce film date de 2003. Donc le film est quand même meilleur que, en termes d'effets spéciaux que des films d'aujourd'hui, ce qui est quand même assez grave je trouve. Mais en tout cas Pirates des Caraïbes est un bon film. Le premier en tout cas est un très bon film. Pas le meilleur Pirates des Caraïbes selon moi. Je peux comprendre que certains pensent que c'est le meilleur, mais selon moi c'est pas le meilleur. Il y en a deux derrière qui sont pour moi un petit peu au-dessus. Je vais en parler maintenant. Ensuite j'ai mis Oppenheimer. Alors un film qui est assez long, qui est assez ambitieux, qui te retourne un petit peu la tête en vrai. C'est l'habitude avec Christopher Nolan hein, qui sort beaucoup de films comme ça qui te font un peu remuer les ménages, beaucoup dans le visuel en fait, et très peu dans la parole, même si ce film quand même, voilà, il y a des scènes assez intéressantes. Je le trouve pas excellent en vrai, je trouve que c'est un bon film vraiment, très bon film même, assez intéressant, la confection de la bombe atomique, voilà un petit peu la vision du point de vue de celui qui a confectionné la bombe atomique. Là aussi c'est assez intéressant. Avec Robert Downey Jr., avec le casting, de toute façon même Matt Damon, etc. C'est un vraiment bon casting.
c'est un bon film. Malheureusement, moi, je le trouve pas non plus exceptionnel. Voilà, il est pas exceptionnel, il est pas proche de la perfection. Je le trouve un peu long à certains moments, il tire en longueur. Donc pour moi, Oppenheimer, c'est un bon film, vraiment, un vraiment bon film, mais je peux pas le mettre plus haut que ce cas-là. Ensuite, j'ai mis Requiem for a Dream. Bon, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est la façon de ce film-là. Ça raconte l'histoire des conséquences de la drogue sur des personnes à divers niveaux. Et ouais, c'est un film assez intéressant, avec une bande son reconnaissable. Certes, le film est amateuriste sur la, sur comment il est filmé, mais le film est très poignant et surtout la seconde partie est vachement bonne. Elle te prend en haleine et à la fin du film, tu ressors différent du début. Et c'est en vrai ce que j'attends un petit peu d'un film. Et c'est ce que j'ai eu comme avis, comme impression avec Requiem for a Dream. Ensuite, il y a Bullet Train. Ouais, j'en avais parlé tout à l'heure de Bullet Train, le premier. Celui sorti en 2022. Le film est bon, il mélange un peu tout ce que j'apprécie dans un film de cinéma, c'est-à-dire de l'action, de la comédie, des effets spéciaux, etc. Un petit peu du montage dynamique. Moi j'aime bien les films comme ça qui te présentent, voilà, en vrai qui cassent un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire que tu as une ambiance où à un moment donné tu as peut-être un combat à mort, mais en même temps je sais pas, t'as des petites peluches qui dansent, etc. C'est un peu burlesque, un petit peu comique, mais en vrai, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien apprécié ce film. Et ouais, il est assez intéressant tout du long. Voilà, donc en vrai, c'est un film que je vous conseille de regarder. De toute façon, tous les films qui sont à partir de maintenant, ce sont des films que je vous conseille vraiment de regarder et qui valent la peine d'être regardés. Ensuite, il y a Spider-Man Into the Spider-Verse, sorti en 2018. Je le mets là, j'ai bien aimé, j'apprécie, de toute façon j'apprécie beaucoup Spider-Man, hein. Donc, tous les films Spider-Man je les apprécie, même ceux du MCU je les apprécie. Ce sont des bons films Marvel, mais c'est vrai que par rapport au film Spider-Man c'est un petit peu en dessous, mais j'ai espoir sur le prochain Spider-Man de 2026. J'espère qu'il sera bon. Brand New Day, j'ai hâte de le voir honnêtement. J'espère que ça sera un très bon film. En tout cas, pour parler de Into the Spider-Verse, c'est un film d'animation et moi je suis pas trop habitué à regarder des films d'animation. Mais bon, je l'ai quand même regardé, c'était pas mal, c'était très sympathique. Voilà, c'était un bon film, voilà, c'était vraiment un bon film qui, au niveau de la colorimétrie, etc., des effets spéciaux sont très très beaux et en même temps ils peuvent se le permettre vu que c'est un film d'animation. Donc ils peuvent avoir un peu plus de liberté créative que des films en live action. Donc voilà, c'est un très beau film, très bon film, et je vous conseille vraiment de regarder. De toute façon, tous les Spider-Man, je vous les conseille, mais celui-là, du coup, je vous le conseille également. Malheureusement, j'ai pas vu la suite, celui de 2023, mais j'aimerais bien le regarder, honnêtement. Si je peux regarder, si j'ai l'opportunité de le regarder, je vais le regarder, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai regardé Le Cercle des Neiges, film Netflix. Attention, film Netflix, oh là là, incroyable. Non, en gros, le film raconte l'histoire d'une équipe de foot bolivienne, je crois, si je dis pas de conneries, qui doit se rendre à un tournoi en Argentine. Il me semble que c'est un peu ça le pitch. Voilà, en gros, ils doivent se rendre en avion de Bolivie en Argentine. Et ils doivent passer au-dessus de la cordillère des Andes, sauf que malheureusement l'avion se crache dans la cordillère des Andes. Ils sont du coup en plein milieu de la neige, en plein milieu du froid, et ils doivent survivre. C'est tiré d'une histoire vraie ce film. Donc ça c'est déjà un vrai plus, et je trouve que le film reflète vraiment la vision, voilà, ce qui pourrait se passer, les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, les contraintes qu'ils auraient avec, une situation comme celle-ci. Et j'aime bien parce que le film est assez ambitieux de son point de vue, il montre quelque chose, je trouve, assez novateur, assez peu commun. Et en vrai, ouais, c'est un bon film, franchement. Je trouve que Netflix a produit un bon film. C'est rare, mais c'est arrivé, en tout cas avec ce film, Le Cercle des Neiges. Ensuite, il y a Truman Show. Ah oui, Truman Show, un classique du cinéma avec Jim Carrey, en gros, Jim Carrey qui joue le personnage de Truman, un mec qui pense vivre une vie normale, sauf qu'il s'avère que ce mec, depuis sa plus tendre enfance, il est, en fait, c'est un personnage
de télé-réalité, très clairement. Voilà, c'est une télé-réalité peut-être la plus suivie du monde. Et le mec, c'est malgré lui le personnage principal de cette émission. C'est-à-dire que les gens qui regardent The Truman Show l'ont vu depuis qu'il est né. Ils l'ont vu à l'écran et ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu évoluer. Sauf qu'à un moment donné, Truman Show, il se rend compte que Truman, il se rend compte il vit dans une situation qui est assez bizarre et il commence à se douter de quelque chose. Et le film est vraiment intéressant et c'est vraiment un excellent film. Et je vous conseille également de regarder ce film-là. C'est pour moi un des meilleurs films de Jim Carrey. Ensuite, Die Hard 3, Une journée en enfer. Alors, Die Hard 3, le début, je trouve long, je trouve nul. J'aime bien Samuel L. Jackson, mais là, pour le coup, dans ce film, je l'apprécie pas du tout. Donc, le début, il est pas ouf. Donc, pourquoi ce film est présent à ce niveau-là, vous allez me dire. Et vous avez raison. Le début est pas ouf, mais par contre, à partir de la seconde partie, je trouve ça excellent. Vraiment, le film est excellent en seconde partie, et ça sauve totalement le film. C'est un petit peu comme Requiem for a Dream, un peu long au début, et à un moment donné, il y a une situation qui fait changer la donne, et qui fait évoluer le film dans un excellent film. Et Die Hard 3, c'est un petit peu cette situation-là. Je trouve que la seconde partie du film est excellente, et, euh, et ouais, franchement, à partir du milieu du film, c'est vraiment un très bon film. Le début un petit peu long, mais je trouve que la seconde partie pardonne la longueur du début. Et bon, bah, Die Hard 4, hein, du coup, qui est présent là aussi, un peu surprenamment, peut-être pour vous, parce que je crois que ce film a été un peu moins bien accueilli. Et Die Hard 4, du coup, retourne en enfer. Ça se passe pas mal d'années plus tard, une douzaine d'années plus tard, toujours avec Bruce Willis, qui campe dans son rôle de John McClane. Et là, je trouve que c'est assez intéressant parce que, en gros, le film, il prend le virage du hacking, de la cybercriminalité. Et là, c'est John McClane, hein, qui est en vrai un américain un petit peu cliché de l'américain de l'ancienne époque, hein, qui doit combattre la cybercriminalité et qui est dans une situation, voilà, mauvais endroit, mauvais moment, mais oui, en vrai, je trouve vraiment que Die Hard 4, il commence excellemment bien le film. La fin est un peu moins bien, mais je trouve quand même que Die Hard 4 est un bon film, et en vrai, et au même niveau, je trouve que le 3, parce que le 3 commence mal mais finit bien. Là, je trouve que le Die Hard 4 commence très bien mais finit un peu moins bien, ça c'est vrai. Mais oui, voilà, Die Hard 4 pour moi qui est un très bon film. J'ai également mis Angle d'attaque, qui peut être un film que vous ne connaissez pas, un film qui n'a pas beaucoup de buzz, mais qui est assez novateur dans sa manière d'aborder la chose. Grosso modo, le président américain se fait tirer dessus lors d'une lors d'une lors d'une apparition à l'étranger. Je sais pas si c'est en Espagne ou en ex-Yougoslavie, quoi. Enfin, c'est un petit peu, je sais pas si c'est Saragosse ou Sarajevo. Voilà, c'est un peu le problème. Donc bon, c'est soit l'un soit l'autre. Et en gros, il raconte l'attentat qu'il a subi de 8 points de vue différents. Et petit à petit, on voit l'évolution. Voilà, le premier point de vue, c'est le point de vue de base. Et petit à petit, et point de vue par point de vue, on a les éléments de réponse à cela. Et le film est vraiment intéressant, je trouve. Il dure pas très longtemps. Je crois qu'il dure 1h30, 1h40. Mais oui, petit à petit, on a les éléments de réponse qui s'ajoutent. Et je trouve que le film est bien construit, c'est simple, c'est assez novateur. Et c'est bien construit, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Franchement, moi, je vous dis, Angle d'attaque, c'est un film que je vous conseille de regarder. Il est pas trop connu, le film, mais il est assez sympathique, je trouve, dans sa construction et dans son évolution. Ensuite, un film, c'est Le Dernier Jour de ma vie. Alors là, pour le coup, c'est un film un petit peu bof, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre parce que je pense que la plupart d'entre vous n'aimeraient pas forcément ce film, mais moi j'ai bien apprécié le film. En gros, ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui vit le dernier jour de sa vie. Voilà, elle meurt malheureusement, sauf que, sauf que quand elle revient, enfin voilà, d'un coup elle se réveille, et elle se réveille au même jour, en fait, elle se réveille la veille. Donc en gros, elle se réveille le dernier jour de sa vie. Donc c'est pour ça qu'elle vit plusieurs fois le dernier jour de sa vie, et elle essaie de donner un sens à ce dernier jour de sa vie, de comprendre qu'est-ce qu'elle doit faire lors de ce dernier jour de sa vie. Et, euh, et oui, du coup, il y a un petit peu cette vision de, bon, bah elle revient dans le passé, elle doit corriger ses erreurs. C'est pas révolutionnaire, surtout à cette époque-là, il y avait beaucoup de films
construit de cette manière. Mais en fait, je sais pas, c'est bizarre parce que ce film, en vrai, il a pas non plus quelque chose d'exceptionnel, il n'y a pas de scène de dingue. Mais j'ai bien apprécié, je sais pas comment ça se fait, vraiment. Ça arrive des fois des films comme ça, c'est un petit plaisir coupable, on va dire. C'est un film que j'ai bien apprécié, sans aucune réelle raison. Je sais pas, il donne des good vibes, il donne, même si elle meurt plein de fois, hein, mais ça donne des good vibes quand même. Voilà, donc je sais pas comment l'expliquer, mais ce film-là, je le mets dans la même catégorie qu'Oppenheimer. Voilà. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi là? Là. Ensuite, j'ai regardé La Vague. Alors, La Vague, un film que j'attendais tellement de regarder depuis longtemps, ouais. Alors que le film est vraiment disponible sur YouTube, donc si vous avez envie de regarder le film sur YouTube, bien, regardez-le. La Vague, c'est quoi? C'est un mec qui, lors d'une semaine, un petit peu une semaine spéciale, thématique, en gros, pendant une semaine, les élèves d'un lycée doivent participer à un cours sur une thématique. Là, du coup, c'est sur un peu le totalitarisme, je crois, ou l'autoritarisme, je sais plus trop quoi. Et en gros, enfin, le professeur, il essaye de construire quelque chose comme ça, de pousser les élèves à comprendre comment un système comme le totalitarisme peut entrer au pouvoir, sauf que ça part en couille. Et bah, du coup, là, on a vraiment un culte, limite, c'est un culte de la personnalité, un culte de l'idéologie comme celle-ci qui se met en place et oui voilà ça part en couille, voilà ça part en couille et du coup c'est assez intéressant, ça remet en question sur de quelle manière en fait voilà il y a eu des dictatures dans le passé etc et on critique beaucoup cela, c'est à dire que on se dit nous maintenant en 2025 comment ça se fait que les gens ont laissé faire ça, comment ça se fait que ça a pu arriver au pouvoir, par exemple même un voilà le fameux Adolphe, hein, il est arrivé au pouvoir par la démocratie. Voilà, il est arrivé au pouvoir par la démocratie. Donc comment ça se fait que les gens ont pu accepter cela et ont pu permettre de créer quelque chose comme ça? Et voilà un peu quelles sont les déviances, comment ça a pu être créé. Et bah, ce film raconte un petit peu ça et je trouve qu'il est très intéressant de ce point de vue-là. Donc si vous l'avez pas encore vu, bah, je vous invite à le regarder. Il est sur YouTube d'ailleurs, donc si vous voulez le regarder sur YouTube, eh bien vous pouvez. Et c'est en vrai un bon film, vraiment un très bon film que j'attendais de regarder depuis très longtemps et je trouve vraiment vraiment pas mal même si c'est sur une semaine hein. Ouais, ouais, vraiment et en vrai c'est passé trop rapidement les gars. Enfin c'est ce film, il se passe sur une semaine et l'idéologie des gens ont tellement évolué en une semaine, c'est dingue et je trouve que par rapport à ça c'est pas très cohérent. Enfin ça se serait pas passé comme ça en une semaine, ça doit voilà, si un truc comme ça se met en place, ça doit venir d'un mal plus profond qui met très longtemps à se mettre en place. Et oui, voilà, enfin la situation, elle a pas évolué en une semaine dans l'Allemagne des années 30, hein, donc voilà, ce film, il est intéressant, il est un peu rapide pour mettre en place ça, mais le message derrière, je trouve, est assez intéressant derrière ce film. Donc je vous conseille de regarder le film, il est sur YouTube. Et ensuite, un film que je mets dans cette catégorie-là, c'est Parasite. Parasite, un film de 2019, ultra culte, etc., qui a eu plusieurs Oscars, qui a, qui a été assez plébiscité et un des films les plus populaires auprès des gens. Et honnêtement, le film partait très bien. Le film, au début, est excellent. Il raconte l'histoire, en gros, d'une famille pauvre qui galère au niveau financier, etc., qui est au fond du gouffre, qui a une opportunité, enfin notamment le fils, qui a l'opportunité de pouvoir travailler auprès d'une famille riche, une famille aisée, et bien de gagner un petit peu d'argent par rapport à ça. Donc il saisit l'opportunité d'une famille riche un petit peu bête, en vrai, un petit peu qui se base sur ses acquis, alors que la famille pauvre est assez intelligente. Et petit à petit, bah, le fils il fait entrer la sœur, puis le père, puis la mère. Et, euh, et en fait, petit à petit, riche, la famille pauvre est en train de ronger la famille riche. Et le film commence un petit peu comme ça, il est assez intéressant de ce point de vue-là. Sauf qu'à un moment donné, le film part dans une direction totalement différente, ce que je n'attendais pas forcément. Et personnellement, je suis un petit chouïa déçu de la fin. Voilà, je trouve que la fin, elle a pas de sens. Elle a pas un sens total, elle est pas parfaite la fin, je trouve. Je comprends que les gens apprécient parce que le pitch de base est excellent, parce que la première partie du film est vraiment très bonne et ça se met en place de manière assez fluide, assez intéressante. Sauf que je trouve quand même qu'il a quelques défauts, donc je peux pas le mettre proche de la perfection, ou même
parfait. Voilà, c'est pas un film parfait selon moi. Je trouve quand même qu'il souffre de quelques défauts. Et ensuite, dernier film que je mets dans cette catégorie, c'est Glass Onion. Donc le deuxième film à couteau tiré, qui est pas mal, vraiment. En fait, je l'avais regardé une première fois en 2022 et je l'avais apprécié sans plus. Maintenant, je l'ai re-regardé en 2025, juste avant de regarder Wake Up Dead Man. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Je sais pas comment ça se fait, je suis passé à côté la première fois, mais le film, je trouve qu'il est très bien construit, assez excellemment. Juste les 10 minutes, 10 dernières minutes sont assez, voilà, sont assez facilitées scénaristiquement, mais sinon, je trouve que l'histoire de base, la cohérence de la manière dont ça s'est construit, je la trouve plutôt pas mal. Voilà, et là, pour le coup, par rapport au précédent film, chaque personne a une raison de commettre un meurtre. Donc voilà, là, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et il prend une direction assez différente du premier, et je trouve que c'est pas mal quand même. Maintenant, les films proches de la perfection, il y en a quand même quelques-uns, des films que j'ai vraiment, je trouve excellents, mais qui manquent un petit truc. Donc tout d'abord, il y a Pirates des Caraïbes 2, qui est excellent. Selon moi, voilà, c'est pour moi un des meilleurs Pirates des Caraïbes, qui est pour moi le plus fluide, le plus dynamique dans sa construction, toujours un petit peu ce côté burlesque avec Jack Sparrow, avec également comment il s'appelle là, Poulpe là, Poulpman. Là j'ai plus non, David Jones, waouh, Poulpman. Désolé. Avec le Kraken, avec David Jones, avec Calypso, je crois que c'est dans le troisième. Donc, ah ouais, est-ce qu'elle apparaît? Non, en vrai, le film est vraiment bien. Vraiment. Je trouve que c'est le Pirate des Caraïbes le plus dynamique, le plus fluide à regarder. Et qui présente également quelques scènes assez cultes. Même si je trouve que le 3 possède des scènes les plus cultes. Vraiment, le 3 possède quasiment que des scènes cultes. C'est un peu pour moi, c'est le meilleur film Pirates des Caraïbes. Bien qu'il soit un petit peu plus long. Voilà, je trouve que les scènes sont un peu plus longues, mais quand les scènes sont pas longues, les scènes sont cultes. Il y a quasiment que des scènes cultes, et ouais, le film est vraiment pas mal. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Pirates des Caraïbes, c'est vraiment le côté où, enfin voilà, les personnages en vrai, ils sont pas forcément ultra liés entre eux. On sent qu'ils peuvent se trahir à tout moment, et c'est ça que je trouve qui donne la force. C'est un petit peu le côté un petit peu burlesque, le côté un petit peu chacun peut se trahir à un moment donné, chacun est lié à telle ou telle personne. C'est assez, euh, c'est assez comique, enfin, c'est assez comique. C'est voilà, c'est des films à la fois comiques, à la fois avec de l'action et à la fois avec une histoire assez cohérente, je trouve. Et c'est ça qui fait vraiment la force des Pirates des Caraïbes. Ensuite, j'ai regardé Les Infiltrés. Et le film est excellent. Vraiment, Les Infiltrés, pour le coup, je conseille. C'est l'histoire, en gros, d'un policier qui fait la top auprès d'une mafia et d'un mafieux qui fait la top auprès de la police. Et ils savent qu'il y a une top d'un côté et de l'autre, donc ils doivent essayer de trouver qui est la top. Voilà, c'est un peu les infiltrés. Donc il y a un infiltré chez la police et un infiltré dans la mafia. Et moi j'adore le film. DiCaprio, je trouve qu'il joue excellemment bien. Là, pareil, peut-être que la fin n'est pas parfaite. C'est un peu ce que je reproche au film. Voilà, il y a un moment donné où tout n'est pas parfait. Mais sinon, oui, voilà, Les Infiltrés, selon moi, est un excellent film. DiCaprio fait une performance exceptionnelle dans ce film, donc franchement, oui, regardez-le. Voilà, les yeux fermés, je vous le conseille. Die Hard 1, un piège de cristal, qui est selon moi le meilleur Die Hard. C'est le premier, c'est le plus simple. C'est en gros Bruce Willis qui va rejoindre sa femme dans une tour. Je sais plus où c'est, je sais pas si c'est Los Angeles ou quelque chose comme ça. Sauf que bon, il veut faire la surprise, mais en fait, il se rend compte que la tour elle est en train de se faire, en train de se faire piller, hein. Voilà, il y a un groupe de terroristes qui veut s'emparer de l'or qu'il y a dans cette tour. Et le seul espoir pour sauver cela, c'est John McClane. Alors, John McClane là joue très bien, enfin Bruce Willis joue très bien. Il y a des scènes assez cultes, c'était une action vraiment pas mal. Et là où je trouve que le film est vraiment bon, c'est son méchant. Le méchant campé par Alan Rickman, excusez-moi, est vraiment excellent aussi. Je trouve que c'est vraiment une des forces du film. Là, un peu la confrontation entre John McClane et Alan Rickman. C'était, pour moi, ouais, ça en fait du coup un excellent film. Et pour moi, le meilleur film d'I Hard. D'ailleurs, je trouve quand même que la saga d'I Hard est vraiment pas mal dans l'ensemble du coup. Ensuite, voilà, on arrive sur les Batman, avec Batman Begins.
qui est un très bon film, je trouve. En vrai, de toute façon, le Batman de Nolan, c'est pour moi le meilleur Batman. Tous les films Batman de Nolan sont vraiment excellents. Batman Begins est selon moi peut-être le moins bon des trois, en vrai, même si je trouve quand même que The Dark Knight Rises a quelques défauts. Mais oui, en vrai, Batman, le premier Batman est vraiment intéressant. Bon, bah, c'est du coup Christian Bale, le Batman, qui s'est formé, je sais même plus où c'était, mais il s'est formé dans un endroit totalement paumé en pleine montagne. Sauf que sa morale était différente de la morale de là-bas, c'est-à-dire que lui, il voulait combattre le mal et ne pas tuer, sauf que les personnes chez qui en gros, il s'entraînait, il voulait l'entraîner à tuer, donc c'est pour ça voilà, il a fait en sorte de pas tuer. Donc du coup, l'histoire elle est un petit peu par rapport à ça. C'est en gros, il affronte son mentor et ses mentors euh, concernant une question de morale, on va dire. C'est ça un petit peu le premier Batman. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le premier Batman, c'est la bande son. La bande son est exceptionnelle, hein. Hans Zimmer qui fait une grosse bande son, vraiment. C'est très plaisant à regarder de ce point de vue-là. Du coup, tout n'est pas parfait dans ce film. C'est pour ça qu'il est pas, c'est pas un film parfait comme j'ai dit, mais c'est vraiment un très bon film. De même que Dark Knight Rises, pour moi un excellent film, qui est un peu comme, ouais, il me fait un peu penser à Spider-Man 3, c'est-à-dire que les Spider-Man de Sam Raimi c'est un petit peu pareil, je trouve. Les deux premiers ça va, mais le troisième il y a un peu trop un peu beaucoup de méchants, beaucoup de nouveaux personnages qui arrivent, et on sent quand même que voilà, le réalisateur a un peu moins la possibilité de faire ce qu'il veut. En tout cas, moi, c'est une impression parce que t'as Catwoman, t'as Bane aussi qui arrive, t'as toujours le mec là avec son épouvantail là. Il y a toujours ça, et t'as le retour aussi d'un autre personnage. Donc t'as un peu trop de personnages, je trouve. Mais en vrai, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié. Il y a un plot twist qui est, je trouve, assez intéressant. Tout n'est pas parfait, notamment la mort d'un personnage que je trouve totalement débile, mais sinon oui le film je trouve est vraiment excellent, et Christian Bale encore une fois, hein, qui est un super acteur, vraiment un excellent acteur. Et ensuite bon bah un troisième Batman c'est The Batman, celui de Robert Pattinson sorti en 2022. Bon bah là c'est un bon film en vrai, vraiment j'étais surpris, je pensais pas que ça allait être un aussi bon film. Mais oui, ça a été un film réussi. Je trouve que le Batman de Robert Pattinson est assez pertinent. On va dire la tension qu'il y a avec, euh, avec Catwoman est pas mal. Le méchant, là aussi, il est pas mal. Il y a le pingouin. Non, le film, je trouve que c'est un bon film d'introduction au Batman de notre cher Robert Pattinson. Donc oui, moi je dis que c'est un très bon film Batman, au même niveau à peu près que les autres. Ouais, il est dans la même lignée que les autres, je trouve, en termes de qualité, et je pense que le Batman de Pattinson sera sûrement meilleur que le Batman qu'on a eu dans le DCU avec, comment il s'appelle, Ben Affleck. Voilà. Donc, je pense qu'il sera quand même meilleur. Ça sera un des meilleurs Batman, je pense, de tous les Batman qu'il y a eu depuis le début. Et ensuite Kill Bill 1 que j'ai regardé, qui est selon moi un excellent film, bien meilleur que le deuxième, comme j'ai dit. Des scènes cultes, le film est fluide, il y a les scènes de tension, etc. En fait, chaque scène quasiment est culte et réussie. Il y a même un moment donné où le film il part en animation. T'as what the fuck. Mais moi j'aime bien ce fait que ça part dans tous les sens et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec Kill Bill 1. C'est déjà les petits effets spéciaux, les petits effets de son, les effets d'animation. Bon après voilà, tout n'est pas, voilà, c'est pas totalement cohérent ce qui se passe, bon, surtout dans la seconde partie du film, c'est pas totalement cohérent, on va dire c'est un peu grossi le trait, mais oui, franchement, moi je dis que Kill Bill 1 est un très bon film, bien meilleur que le 2, bien plus rapide, dynamique que le 2, et avec quasiment que des scènes cultes. Donc oui, Kill Bill 1 est un excellent film. Ensuite, il y a Zack Snyder's Justice League. Bon, la première Justice League, la Justice League de base, et euh, la merde. La merde, vraiment, c'est vraiment pas ouf. Et là, Zack Snyder
apporter un point de vue beaucoup plus profond. euh, les scènes, voilà, elles sont un peu plus, on va dire qu'elles font un peu plus sens en fait, parce que le premier film, on sent qu'il a été charcuté. Le Justice League de base a été charcuté. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, on a le Justice League de Zack Snyder qui apporte beaucoup plus d'éléments. Certes, le film dure 3 ou 4 heures, c'est énorme, c'est beaucoup trop long, mais au moins on a tous les éléments. Le film est dynamique, les scènes d'action du coup sont quand même assez réussies. Bon, après ça, dans le 1 c'était déjà réussi, dans le Justice League de base, les scènes d'action étaient assez réussies, mais surtout ce Justice League là de Zack Snyder apporte plus de sens, plus de cohérence. Il fait venir des acteurs qu'on n'avait pas vus dans le Justice League de base qui ont été coupés, genre comme par exemple Amber Heard. Bon, mauvais exemple, mais en tout cas voilà, elle était également présente. Cyborg, on comprend beaucoup plus l'histoire de Cyborg. Voilà, on voit beaucoup plus ça. Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup ce Zack Snyder. Certes un petit peu long à certains moments, trop de blabla inutile à certains moments, mais euh, le film est réussi, le film est bon, et le film aurait dû être un premier parmi d'autres, et ça aurait été giga intéressant. Je pense vraiment qu'il y avait quelque chose à faire avec la Justice League, que malheureusement DC n'a pas pu faire. J'espère qu'ils pourront le faire là, avec leur DC EU, je crois que c'est qui a commencé avec Superman. J'espère vraiment qu'ils pourront faire quelque chose comme ça, parce que je pense qu'on aurait eu une super trilogie de Justice League avec Zack Snyder's. Malheureusement, ça a été charcuté et ça a donné un film vraiment mid. Et dernier film que je mets dans cette catégorie-là, c'est À couteau tiré, le premier du nom, le plus simple, le plus classique. Le casting déjà, il est excellent. C'est vraiment le principe de base du Cluedo, on va dire. Voilà, avec un mec qui se fait tuer dans une pièce d'un manoir, il faut savoir qui l'a tué, comment il a été tué. Et ouais, le film a quelques retournements de situation. J'apprécie beaucoup. Déjà, Chris Evans, comme j'ai dit, j'apprécie. Anna de Armas, j'apprécie. Daniel Craig, bon, ça va, j'apprécie également. Le reste du casting est, pour moi, assez bon et assez réussi. Donc, pour moi, le film est une réussite sur tous les points. Il est divertissant, il est assez comique à certains moments. Il apporte les personnages ont suffisamment de profondeur, je trouve, pour comprendre des motivations qui pourraient pousser à tuer quelqu'un. Voilà, donc, non, le film, pour moi, est bon, est vraiment bon. Et oui, pour moi, c'est quasiment un film parfait. C'est un film comme j'en demande tous les jours. Voilà. Maintenant, nous avons le gratin du cinéma, les films qui sont selon moi parfaits ou presque parfaits, mais voilà, qui sont des films que je vous recommande totalement les yeux fermés. Et que s'il y a 10 films que je dois retenir, ça serait peut-être ces films-là pour y figurer. Tout d'abord, Le Garçon Pyjama Rayé. C'est un film. Moi, j'en ai déjà parlé de toute façon dans ma précédente vidéo cinéma. En gros, ça raconte l'histoire d'un enfant de nazi qui emménage du coup près d'un camp de concentration et qui se lie d'amitié avec un enfant euh, qui vit entre guillemets dans parce que c'est pas vivre ça, hein, mais qui est dans un camp de concentration et il se lie d'amitié. Voilà, le film est poignant, très court mais vraiment poignant. Les acteurs ils jouent très bien. Tu t'attaches quand même à ce petit duo d'enfants qui voilà qui comprennent pas forcément le sens, notamment l'enfant du nazi, il comprend pas forcément, il se rend pas compte de ce qui se passe. Il se dit bon bah je sais pas, ils font du feu dans la cheminée, sauf que bah en fait ils sont en train de brûler des juifs. Voilà, c'est c'est pas pareil. Donc bon, c'est chaud, c'est dommage, et surtout la fin, putain, la fin est tellement poignante. Franchement, un film ultra poignant. Euh, alors certes, niveau cohérence historique, c'est pas totalement parfait, mais moi j'ai adoré le film et franchement, incroyable, vraiment incroyable le film. De même que La Ligne verte. Alors là aussi un petit peu, ce côté un petit peu dramatique. En gros, c'est des gardiens de prison. En gros, ils gardent, voilà, c'est des gardiens de prisonniers. Les prisonniers, ils sont dans ce qu'on appelle la ligne verte. Donc c'est un endroit où ils sont en prison, mais que c'est leur dernier jour à vivre en fait. C'est que tôt ou tard, ils vont se faire tuer, ils vont se faire électrocuter pour faire arrêter leur vie. Voilà, c'est des gens qui ont commis des graves crimes. Il y a une personne qui arrive dans cette prison, un grand baraquet qui aurait tué deux gamines. Et en fait, on se rend compte que ce mec, il a des pouvoirs magiques, etc. Enfin, il y a quelques petits pouvoirs. Et le film est très poignant. Tom Hanks est présent dans ce film. Et c'est pour ça que je dis que j'étais déçu de David Chicotte, parce que Tom Hanks dans La Ligne verte, c'est une performance exceptionnelle. Surtout quand il n'arrive pas à pisser, c'est vraiment exceptionnel.
Vraiment, ouais, un film, 3 heures, il est long par contre celui-là, mais bordel, t'en ressors pas indemne ce film. T'en ressors vraiment pas indemne, c'est un super beau film, très poignant, très dramatique, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et je vous le conseille, bien évidemment. Ensuite, Inception. Bon, là, c'est un bordel monstre, hein, c'est un film de Nolan avec DiCaprio, avec Gordon Levitt, avec Marion Cotillard, avec Elliot Page, avec Cillian Murphy également. Bref, tout le beau gratin du cinéma, j'ai envie de dire. Et ce film, ouais, voilà, ça raconte l'histoire d'un mec qui a le pouvoir d'aller dans les rêves des gens et du coup de faire une inception, c'est comme ça que ça s'appelle, une inception dans les rêves des gens. Et sauf que en fait, ouais, il peut aller dans les rêves des rêves, etc. C'est un bordel monstre. Vraiment, ce film tout retourne le cerveau. Il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut avoir, voilà, faites pas ça après une soirée. Après, voilà, vous avez pas la gueule de bois. Enfin, regardez pas le film comme vous avez une gueule de bois. Vraiment, regardez le film en ayant conscience que vous allez avoir le cerveau retourné. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, c'est un film qui retourne le cerveau, mais ultra intéressant, ultra pertinent. Et franchement, allez-y quand vous y êtes prêts. En plus, je crois que le film est assez long, mais le film est vraiment, vraiment bon. Et vraiment, il te retourne le cerveau. Vraiment, j'adore les films comme ça qui te retournent le cerveau. Et lui, pour le coup, retourne bien le cerveau. Ensuite, The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Que dire, le film exceptionnel avec Double Face, avec le Joker, avec Christian Bale qui est excellent, excellent, mais ouais, c'est le film du Joker. Vraiment, le Joker pique la vedette. Il est trop fort. Vraiment, il est trop trop bon le Joker dans ce film. C'est une masterclass, vraiment. Et The Dark Knight est une vraie masterclass de A à Z. La morale de l'histoire, elle est incroyable. C'est un film vraiment qui retourne le cerveau. Vraiment, à un moment donné, tu te dis ah ok, il a réussi à sauver la situation, sauf que non, il ne sauve pas la situation. Et en fait, c'est un des seuls films de super-héros où le gentil, en vrai, il perd un peu à la fin, en vrai, il perd. Et c'est un des films où le méchant gagne, entre guillemets, à la fin. Vraiment, et c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que le film est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça que je vous conseille de le regarder, hein, mais vraiment. Ah ouais, regardez la trilogie, mais le meilleur de la trilogie, ça reste The Dark Knight. Parce que vraiment, l'écriture est, pour moi, quasiment parfaite. C'est une perfection, en vrai, je peux le dire, c'est une perfection, l'écriture. Et c'était le dernier film que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc voici tous les films dont j'avais à parler. Ça fait beaucoup, mais en vrai la vidéo est très longue d'ailleurs. Mais ouais, j'avais trop envie de vous faire cette vidéo là, même si elle est un peu longue la vidéo, c'est pas grave. Je voulais donner mes émotions, mes envies, mes déceptions, mes surprises, mes joies concernant les films que j'ai pu regarder en 2025. C'est vrai que le cinéma a ce pouvoir de te procurer des émotions, des fois de la tristesse, des fois de la joie, des fois de l'incompréhension vraiment. Et c'est ça qui est vraiment puissant avec le cinéma. Et j'avais envie de vous partager cela dans cette vidéo avec du coup les 63 films que j'ai regardés en 2025. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup, l'année prochaine pour des vidéos un petit peu différentes, peut-être pas forcément cinéma, mais si vous aimez bien les vidéos cinéma, peut-être que je ferai une vidéo sur le cinéma. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Yabai. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!